L'atelier de Monsieur H. par H.R. Wakefield. Ce furent le retour de l'équipe de voirie, avec leurs maudits marteaux-piqueurs à air comprimé, qui hérissèrent de résolution les cheveux grisonnants de Monsieur Horrocks. Il pouvait à la rigueur supporter le sale orchestre des klaxons et des engrenages, la cacophonie de musique de danse crachée par des haut-parleurs, même les martèlements du piano de l'insupportable gosse de l'appartement du dessous. Mais dès la première reprise de ce martèlement frémissant et tonitruant venu d'East Street, il comprit qu'il fallait faire quelque chose, s'il voulait achever son roman. Pourquoi ne pas prendre un atelier pendant que vous cherchez un autre appartement ? Tenez, j'ai ramassé un exemplaire du Connoisseur. Voilà, grand atelier avec cours, à 10 minutes à pied de la station de métro Knightsbridge, très calme, conditions avantageuses. Lui dit un ami au club. Pourquoi ne pas aller voir ? Il y en a des tas d'autres vacants, après tout, si celui-là ne devait pas lui convenir. Très occasionnellement, environ 2 fois par an, M. Horrocks agissait avec une décision extrême. En 10 minutes, il était en route pour l'agence. C'était un petit homme trapu, énergique, âgé de 46 ans. Il avait la tête longue et plutôt plate sur le dessus. Les cheveux des tempes brossés en avant, ce qui lui donnait une apparence un peu démodée. Ses yeux étaient vifs et sombres, sa bouche petite et mobile, son menton pointu mais affirmé. Il produisait sur l'observateur averti une impression quelque peu contradictoire, alerte mais méditatif, acerbe mais bienveillant. Il voulait en théorie une haine déchaînée aux censeurs, aux rabat-joie, aux puritains et à leur espèce. Pourtant, s'il entrait en contact réel avec l'un d'eux, il se montrait en pratique courtois, compréhensif, raisonnable, curieux, l'esprit du véritable romancier étant fatalement au service de tout le monde. N'importe qui à Roker Court vous indiquera. Demandez l'atelier de M. H, dit un agent en lui remettant une clé. M. Horrocks trottina en gardant l'œil ouvert. Il finit par découvrir Roker Court, qui commençait à une étroite arcade débouchant du Brompton Road et se développait ensuite en ce qu'on appelait dans sa jeunesse une mews. À présent, c'était une succession de garages fermés et de temps à autre une petite maison particulière reconstruite sur d'anciens quartiers de cochers. On voyait plusieurs chauffeurs occupés à laver et à soigner leurs véhicules. Cherchant quelqu'un pour le renseigner, M. Horrocks aperçut un grand jeune homme debout devant la porte d'une charmante petite maison jaune, ornée de joyeuses jardinières bleues. Il s'approcha de lui et posa sa question. « Certainement, » lui répondit-il d'une manière cordiale et agréable. Il conduisit M. Horrocks à une ouverture sur la droite, au détour d'un angle, où se trouvait un petit carré de gazon entouré d'une balustrade. Tout au fond s'élevait une sorte de haut hangar coiffé d'un toit de tôle ondulée, sur lequel se penchait un platane aux longues branches tombantes. Voilà l'atelier. La porte se trouve à l'autre bout. Merci beaucoup, répondit M. Horrocks. Cela a l'air agréable et calme. Le jeune homme sembla réfléchir à quelque chose. Êtes-vous peintre ? Non. J'essaie d'écrire. Mon nom est Samuel Horrocks, mais je suppose que cela ne vous dit rien. Mais si, bien sûr. Permettez-moi de vous dire que j'admire beaucoup vos histoires surnaturelles. Puis-je vous demander comment vous avez entendu parler de cet atelier ? Oh, je l'ai simplement vu dans une annonce. Le jeune homme resta pensif un instant, puis parut se décider. Eh bien, j'espère qu'il conviendra à vos besoins. Je m'appelle Landon, et j'habite cette petite maison jaune. Si je puis vous être utile, faites-le moi savoir. M. Horrocks le remercia, et ils se séparèrent. Jeune homme fort poli. Il a l'air aussi très intelligent, mais je me demande bien quel service il pensait pouvoir me rendre. Voici la porte. M. Horrocks introduisit la clé dans la serrure. Il dut forcer un peu pour ouvrir. Le battant était coincé en bas et sur les côtés, sans doute par l'humidité.
Il se retrouva dans une pièce étonnamment plus vaste que son extérieur ne le laissait supposer. Il semblait même y en avoir deux, car une autre porte se voyait au fond. L'endroit était éclairé par 3 hautes fenêtres, une odeur plutôt renfermée y flottait, et on distinguait des plaques d'humidité sur les murs blanchis. Il y avait un chevalet avec un tableau posé dessus, et 2 chaises assez délabrées. Derrière la porte, il y avait une seconde pièce, bien plus petite, encombrée de bric-à-brac, caisses d'emballage, réchaud à pétrole, bouilloire, et ainsi de suite. Mais quelle drôle d'odeur planait dans l'air. Qu'était donc cette tache rouge sur la petite caisse? Il se pencha et, grand Dieu, c'était vivant. Un amas de mythes. Comme c'était curieux. Et quelle belle couleur! Elle devait se nourrir de quelque chose de particulier. Il tendit la main pour les déranger quand soudain elles s'élancèrent toutes à son visage, les sales bêtes. Il leur asséna quelques coups et battit en retraite précipitamment, refermant la porte derrière lui. Venimeuse petite créature. Eh bien, que penser de cet atelier? Il ne lui plaisait pas énormément, mais il était incontestablement calme. Monsieur Horrocks était le rêve de tout commis de magasin. Il achetait presque toujours le premier objet qu'on lui proposait, puis se hâtait de sortir. La dernière chose qu'il désirait, c'était de courir les visites, de discuter avec des agents, de manipuler des clés et de demander son chemin. Il lui fallait un endroit pour travailler, et il le lui fallait tout de suite. Celui-ci ferait sûrement l'affaire, pas en hiver, peut-être, mais avec l'été qui arrivait, pourquoi pas? En hiver, M. Horrocks examina vaguement cette restriction. Trop humide, peut-être. Et puis aussi, il y avait là quelque chose d'assez sombre. C'était sans doute le contraste entre son retrait, son silence, son isolement, et la rage, le tumulte, le va-et-vient désordonné qui régnait à 100 mètres à peine. Quelque chose dans ce genre. Oh oui, cela ferait l'affaire. Il ferait apporter un bureau et un poêle contre l'humidité et profiterait de ce calme à l'écart. Voilà qui était réglé. Il s'approcha nonchalamment du chevalet. Un portrait de femme. Une jolie fille, d'une certaine manière, très belle même. Pourtant, il y avait dans son expression quelque chose d'énigmatique. Il se demanda qui pouvait bien être ce certain H. Voilà sa palette et ses pinceaux par terre, derrière le chevalet. Curieux objet barbouillé d'arc-en-ciel, une palette. C'était un peu humiliant, mais il n'avait pas la moindre idée de la manière dont un peintre travaillait. Il n'avait d'ailleurs jamais prétendu le contraire. Comme ses pas résonnaient fort sur le plancher, cela montrait à quel point l'endroit était silencieux. Avant de partir, il jeta un coup d'œil par la porte de la petite pièce. Oui, elles étaient revenues, formant une sorte de motif, merveilleuse tache de couleur rouge rubis sombre. Les petites brutes semblaient le regarder. Il ne put retenir un éclat de rire. Et quel écho dans cette grande pièce. Il fallait qu'il déjeune. Il prendrait l'atelier cet après-midi pour 1 mois. C'était décidé. Et quel soulagement. Au moment où il saisissait la porte pour sortir, celle-ci sembla brusquement se rabattre sur lui de son propre élan et claqua violemment, le repoussant en arrière. Et cela le froissa quelque peu. Pas exactement une atmosphère accueillante. Le grand jeune homme se trouvait encore devant la petite maison jaune lorsqu'il repassa dans la cour. Alors, j'ai décidé de le prendre. Ce n'est peut-être pas un endroit très gai, mais c'est son calme qui m'a décidé. Le jeune homme hocha la tête. Vous le prenez pour longtemps? Non, simplement pour 1 mois. Je vois. Eh bien, bonne chance avec le livre. J'espère que vous nous donnerez bientôt encore quelques histoires de fantômes. Il est plutôt difficile d'en trouver des intrigues, mais je ferai de mon mieux. Bonne journée à vous. 3 jours plus tard, il revint à l'atelier, qui abritait désormais un bureau, 2 fauteuils confortables et sa machine à écrire portative. C'était une splendide matinée de mai, et l'endroit semblait un peu plus avenant. Mais, au fond, pas tellement. À présent, au travail. Il avait écrit environ 1/3 de son roman et ne voyait pas clairement, chose irritante, comment le développer. De
plus, il avait promis à son agent d'avoir bientôt prête une histoire de fantôme pour le numéro de Noël d'une revue, qui payait très bien. Mais pour l'instant, il n'avait pas la moindre idée. Pour le moment, il se concentrerait sur le roman. Il s'assit à son bureau et commença à dicter à la machine. Il connaissait bien sa faiblesse, une tendance à la désinvolture. Plus il voyait et lisait de choses sur le monde et ses habitants, plus il lui devenait difficile de les prendre avec le sérieux convenable. En ce qui concernait le récit de l'humanité, il avait tendance à rire au mauvais endroit, grave défaut chez un romancier. Ces personnages adoptaient aux moments cruciaux une expièglerie malvenue et se moquaient des efforts de leur créateur pour les gouverner. C'était probablement dû au fait que leur créateur n'avait jamais réussi à mesurer l'humanité avec bienveillance à l'échelle cosmique. Il fut donc ravi de constater que l'atmosphère de l'atelier de M. H corrigeait admirablement cette légèreté. Il écrivit tout un chapitre avant le déjeuner, un chapitre capital, et il savait qu'il était bon. La veine moqueuse en avait été impitoyablement éliminée. L'âme un peu gourmande mais satisfaite, il se leva à 12h30, bâilla, s'étira, puis se surprit à contempler le portrait sur le chevalet. Vu sous cette lumière plus vive, il paraissait d'une très grande intensité. On aurait presque dit qu'on y avait davantage travaillé depuis sa première visite. Le visage de la jeune femme était certainement une énigme. Il s'approcha et cacha d'abord ses yeux, puis sa bouche et son menton avec la main, dans l'espoir de découvrir d'où venait cette étrangeté. Il conclut finalement qu'elle était imminente, sans qu'il puisse en déterminer la source. Il irait voir ce que faisaient ces petits démons rouges. Ils étaient là, groupés sur la caisse, dessinant le même motif, immobile et attentif. Drôle de motif, d'ailleurs, presque comme un visage humain. De vagues souvenirs de chasse aux insectes à l'école lui revinrent. Il était absolument certain que rien d'approchant ne s'était jamais retrouvé dans son flacon mortuaire. Il y avait d'étranges marques sur leur tête. Il se pencha et aussitôt l'essaim se souleva d'un seul coup pour lui fondre sauvagement au visage. Et il frappa de tous les côtés. Comme c'était extraordinaire, il semblait impossible d'en toucher une seule. Petites esquiveuses rusées. Et quelle odeur infecte elle dégageait, écœurante et corrompue. À l'avenir, il les laisserait tranquilles. Il passa l'après-midi à Kew Gardens, qui était selon lui le lieu le plus délicieux du monde par une belle journée de printemps. En flânant sur les pelouses et dans les allées et en jetant des miettes aux oiseaux, il chercha l'inspiration pour cette maudite histoire de fantôme. Un critique lui avait un jour attribué une imagination maligne pour ce genre de fiction. En ce moment, il souffrait d'un manque malin d'imagination. Néanmoins, l'atmosphère de cet atelier devrait bien finir par se montrer féconde. Au bout d'un moment, il eut envie de se reposer et s'assit sur un banc près de l'entrée bordée de rhododendrons. À demi assoupi, il se mit à rêvasser. Une succession d'images traversa son esprit avec une insistance fuyante. Une tête de jeune fille sur un chevalet, une tache sombre sur une caisse. Il se surprit à examiner l'atelier presque pouce par pouce, tant son pouvoir de visualisation était développé. Il scruta attentivement le visage de la jeune femme, puis revint brusquement à lui. Il lui avait semblé qu'un pinceau était tombé sur le tableau et avait légèrement accentué le trait allant de la narine gauche à la lèvre supérieure. Illusion amusante. Cela pourrait faire une idée d'histoire. Toute l'affaire se déroulerait dans le subconscient du narrateur. Diablement difficile. Eh bien, il fallait rentrer. Les ouvriers de la voirie auraient quitté les lieux avant qu'il ne soit arrivé. À partir de ce moment, il alla à l'atelier 4 jours par semaine, toujours le matin, parfois aussi l'après-midi. Il s'en approchait invariablement avec des sentiments curieusement mêlés. Jamais il n'avait connu un endroit plus stimulant pour son imagination, et pourtant, il ne s'y sentait jamais chez lui. Dès qu'il déverrouillait la porte, il éprouvait une sorte d'excitation obscure qui, en vérité, commençait à l'envahir dès qu'il pénétrait dans Roker Court, et s'intensifiait jusqu'au moment où il se trouvait réellement à l'intérieur, face à face avec la jeune femme du chevalet. Et pendant qu'il écrivait, il s'interrompait souvent pour lever les yeux vers elle. À chaque visite, elle semblait avoir changé, d'une manière triste et indéfinissable, plus accomplie, plus réelle, et pourtant plus difficile à cerner et à analyser. Était-ce donc cela qu'on entendait par
apprendre à voir un tableau. Qu'à l'instar d'un poème ou d'un morceau de musique, il ne révélait son sens le plus profond qu'à ceux qui consacraient à le déchiffrer autant de soin que l'artiste en avait mis à l'inscrire. Elle lui rendait aussi de grands services, car elle semblait s'être identifiée d'une certaine manière au personnage principal féminin de son roman. Héroïne eût été un terme assez satirique pour cette vampire au cœur sombre, et quel excellent, quel rassurant progrès faisait ce livre. Pour une fois, l'insistance publicitaire gémissante et répétée de ses éditeurs, le dernier ouvrage de Samuel Horrocks est aussi son plus grand, donnait tous les signes d'être justifié. L'œuvre révélait assurément une absence presque impitoyable de désinvolture à mesure qu'elle avançait vers son inévitable dénouement. Les ombres s'épaississaient et se rassemblaient autour d'elle. Cela signifiait qu'il faudrait revoir drastiquement le premier tiers du manuscrit, tâche laborieuse, mais inévitable. Il laissa la petite pièce et les mythes en paix. Ce qu'elles faisaient ne le regardait pas, pensait-il, et d'une certaine façon, elles appartenaient au lieu. Il comprit que M. H, qui qu'il fût, leur portait un vif intérêt, car il découvrit sur l'un des rebords de fenêtre un petit carnet de croquis, vraisemblablement le sien. Il contenait des dizaines d'études préparatoires pour la tête de jeune fille, chacune encadrée de groupes de mythes décoratifs. L'un de ces dessins lui inspira une réaction très pénible. La tête de la jeune femme y était rejetée violemment en arrière en un flot rouge sombre, se déversait sur son visage, délicatement mais indubitablement articulé en une masse de mythes. À quoi pensait l'artiste lorsqu'il mit son crayon au service d'une conception si morbide ? M. Horrocks n'aurait su le dire. Pourtant, cela l'exerçait une fascination et il l'examina plusieurs fois d'un air furtif et honteux. Malgré tout, si ce n'avait pas été la propriété de quelqu'un d'autre, il était à peu près certain qu'il l'aurait déchiré en très petits morceaux. Il passa peut-être 20 heures par semaine dans l'atelier, mais en un sens, il y était bien plus longtemps. Cela venait de sa tendance récemment développée à rêvasser, renforcée par son pouvoir anormal de visualisation. Cette habitude n'avait rien d'agréable. Elle était au contraire fort exaspérante. Son subconscient, supposait-il, terreau de ses rêveries, semblait bien décidé à l'obliger à s'intéresser de toute urgence à ce qui se passait dans l'atelier lorsque son locataire n'y était pas. Bien entendu, il ne s'y passait rien. Et pourtant, le fait demeurait que, tandis qu'il se promenait ou tentait de lire, il se trouvait soudain, pour ainsi dire, juste à l'intérieur de l'atelier, en train d'en contempler l'intérieur. Sa vision en était floue, et l'espace paraissait rétréci, et c'était parfaitement reconnaissable. Il ne voyait ni son bureau, ni ses fauteuils, mais il y avait bien la tête de la jeune fille sur le chevalet, les fenêtres et la porte de la petite pièce. Et il lui fallait admettre qu'il y avait souvent autre chose, quelqu'un pour être précis, et que ce quelqu'un, oui, c'était un homme, se déplaçait dans l'atelier, un grand homme avec une démarche étrange, comme s'il boitait. Mais si fort qu'il se concentra, il ne parvenait jamais à le mettre nettement au point. Cet effort le faisait souvent transpirer et lui accélérait le cœur, mais il lui était tout simplement impossible de voir correctement son visage. Il était sûrement grand et brun, mais qui pouvait-il être ? Tandis qu'il demeurait dans cet état singulier avant de se ressaisir et de se traiter d'imbécile, il sentait souvent monter en lui une impulsion violente, folle, de courir jusqu'à Roker Court pour s'assurer absolument qu'il y avait ou non quelqu'un qui rôdait dans l'atelier. Plus d'une fois, il dut rassembler toutes ses forces de raison pour résister à cette envie insensée. Il se rassurait en se disant que cette préoccupation excentrique pour cette cabane sordide n'était qu'un symptôme de surmenage, ou plutôt pas exactement, d'absorption excessive dans son roman. Et qu'il était heureux que tous ces courants hésitants et flottants se soient coagulés en un flux si régulier. Il en devait la reconnaissance à cette lugubre masure et il commençait à voir la fin en perspective. Il rencontra Landon en quittant l'atelier un après-midi tardif et accepta son invitation à venir boire un petit verre de Xérès. La petite maison jaune était aussi charmante à l'intérieur qu'à l'extérieur, aménagée et meublée avec une élégante discrétion. « Ainsi, vous trouvez vraiment cet endroit propice au travail ?»
Eh bien, cela dépend de ce que vous voulez dire par là. J'y ai certainement écrit 40 000 mots et, comme disent les golfeurs, je ne les reprendrai pas. Mais propice, je ne voudrais pas me montrer ingrat. Pourtant, ce n'est pas l'adjectif qui semble convenir. Landon garda le silence un instant. Non, je crois comprendre ce que vous voulez dire. Vous êtes entré dans l'ambiance du lieu. Oh oui, il a une atmosphère bien à lui. On pourrait presque dire une personnalité. Il existe des endroits comme celui-là, je pense. Êtes-vous clairvoyant d'une certaine manière? Je veux dire, avez-vous eu des expériences authentiquement psychiques? En fait, oui. Un certain nombre. Mais comme j'ai constaté que ces expériences n'étaient pas partagées par les autres, j'ai préféré me taire. C'est aussi mon cas. Et j'ai appris à garder la bouche fermée quand l'ouvrir revient à passer pour un menteur vaniteux. Cela doit être pour vous un grand soulagement de les expulser dans la fiction. Écrivez-vous une histoire en ce moment? Monsieur Horrocks haussa les épaules. Je ne sais pas. Mais j'ai une tendance à croire qu'il s'en forme une dans ma pauvre vieille tête. Il ne faut pas la brusquer, ni la remonter sans cesse pour voir comme un pêcheur impatient. Si elle mord à l'hameçon, je sentirai cette touche inimitable quand le moment viendra. C'est une métaphore très révélatrice. Moi, je ne peux pas écrire de fiction ni inventer des histoires. Je suis architecte, mais je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. À propos, je me souviens toujours de cette histoire de vous, au coucher du soleil, je crois. La théorie du rayon appliqué au phénomène psychique que vous y suggériez me paraît la plus probable. Ce sont les preuves incontestables des fantômes des vivants qui m'en ont donné l'idée, répondit M. Horrocks, quelque peu flatté. Oui, bien sûr. Au fait, vous ne travaillez pas la nuit dans l'atelier, n'est-ce pas? Pas jusqu'à présent. Eh bien, je ne m'y aventurerai pas. Il y a dans ce quartier la nuit quelques personnages mal famés. S'ils voyaient de la lumière, ils pourraient vous rendre une visite assez brutale. Je fermerai naturellement la porte à clé. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, je ne prendrai pas le risque. Le jour vint enfin où M. Horrocks tapa le mot « fin », puis la date au-dessous, 29 mai, et sut que les 90 000 mots précédents représentaient le meilleur travail de sa vie. Si bon et pourtant si étranger à sa manière habituelle, tant par l'atmosphère que par le style, il le reconnaissait à peine comme le sien. Presque, se dit-il modestement, comme s'il avait été, tout de même, un petit peu inspiré. Demain, il remettrait le manuscrit à son éditeur et partirait aussitôt pour les Cornouailles prendre un long repos. Ensuite, il chercherait un appartement raisonnablement calme. Ainsi donc, adieu à l'atelier. Serait-il désolé de le quitter? Une fois encore, il ne parvint pas à répondre nettement à cette question. Ça avait été un excellent tonique, un stimulant pour son imagination. Pourtant, il en avait un peu peur. Oui, autant employer le mot. Il y avait là quelque chose qui lui agaçait les nerfs et provoquait sans doute ses rêveries ridicules et oppressantes. Il ferait un dernier tour tranquille de l'endroit, puis un dernier regard à la jeune femme. C'était réellement une illusion des plus déroutantes, car il aurait juré que l'expression de son visage avait radicalement changé. Elle demeurait d'une beauté exquise, et elle avait toujours eu l'air de quelqu'un dont il fallait se méfier. Mais à présent, elle portait un air de froideur railleuse et sans cœur. Une très belle vampire, périlleuse, diabolique. Il eut soudain envie de lui écraser le poing au visage, puis il se moqua de lui-même et dit à voix haute « Eh bien, ma très adorable mais perverse amie, je ne vous reverrai plus. Transmettez mon amour à Monsieur H. » Il s'interrompit brusquement. Il avait parlé sur un ton léger et badin, mais l'écho de ses paroles lui revint d'une manière plaintive et pourtant bizarrement moqueuse. Un brusque souffle de malaise et d'abattement le saisit, et impulsivement, il retourna la toile. Au dos, il remarqua distraitement des hiéroglyphes soigneusement tracés, mais indéchiffrables. Et maintenant, un dernier regard à ces petites bêtes rouges. Oh oui, elles étaient là,
luisante, sans émotion et obscène, comme une tache de sang parsemée de petits yeux. Supposons qu'il saisisse ce morceau de planche et l'abatte sur elle. Les petites diablesses semblèrent lire dans ses pensées, car elles s'élancèrent sur lui et le chassèrent de la pièce. Quelle puanteur! Eh bien, c'était fini. Comme il ouvrait la porte pour sortir, il jeta un dernier regard derrière lui, puis la porte se rabattit violemment sur lui, avec fracas. Tandis qu'il se dirigeait vers son club pour déjeuner, son esprit revint à cette maudite histoire de fantôme qu'il devait écrire. Elle devenait pressante. Il éprouvait obscurément le sentiment que l'atelier était le seul endroit possible pour la concevoir et l'écrire. Peut-être l'avait-il abandonné trop tôt. Quelle malédiction! À peine venait-il d'achever un travail d'une extrême délicatesse, épuisant, qu'il lui fallait s'attaquer à un autre. Eh bien, il prendrait un jour de repos. Si son imagination refusait de le laisser imaginer, il la noierait. Le taux des comptes qui avait été abaissé ce matin-là, et ses amis du club, hommes d'affaires accablés depuis quelque temps par leur découverte bancaire, étaient d'humeur à célébrer la chose avec un enthousiasme alcoolisé. M. Horrocks était raisonnablement sobre, mais pour une fois il se laissa gagner et réconforter par leur état d'esprit. En conséquence, après un petit déjeuner copieux et joyeux accompagné de xérès, de hock et d'un double porto, il était tout disposé à faire un somme réparateur dans son fauteuil favori du fumoir. Son sommeil fut doux et sans rêve. Aussi fut-il d'autant plus agacé à son réveil de se retrouver non pas en train de contempler les arbres de St. James Park, mais regardant droit au fond de l'atelier. Et il y avait cela. Non, il ne le regarderait pas. Il se leva vivement et alla au bar. Il se méfiait profondément des fantasmagories de l'alcool, mais ses nerfs étaient à vif, et il fallait bien faire quelque chose. Il le fit, avec mesure. Le résultat fut tout à fait inattendu et bizarre. Il éprouva un exaltant désir de retourner à l'atelier le soir même, et d'y concevoir enfin cette maudite nouvelle. Il en était sûr. Il dînerait convenablement, juste assez pour conserver intact son optimisme, mais en gardant la tête assez claire, et il obtiendrait cette histoire. Cela paraissait ridicule, et il avait déjà connu de telles certitudes irrationnelles, et elles s'étaient toujours révélées justifiées. Il irait. Maintenant fermement sa résolution et son espoir, il héla un taxi à 10h30 et 20 minutes plus tard se retrouvait à Roker Court, un peu excité, un peu aventureux. Pourtant, une fois dans la cour, l'entreprise lui apparut sous un jour beaucoup plus nu que dans le fumoir du club. C'était une nuit agitée, le vent tournait à l'ouest et fraîchissait nettement, le temps se gâtait, les nuages bas assombrissaient tout. Roker Court paraissait désolée et peu engageante. Landon semblait être chez lui, une lumière brillait dans son salon. Cela rappela à M. Horrocks son conseil de ne pas aller à l'atelier après la tombée de la nuit. Il pouvait prendre soin de lui-même. En tournant l'angle, il tira une lampe électrique de sa poche. Cet arbre rendait l'endroit diablement sombre. Et quel vent! Drôle de bruit que ses branches sur le toit, comme des pas furtifs. Comme d'habitude, la porte résistait. Il y pesa de l'épaule, et elle céda si soudainement qu'il chancela en avant et laissa tomber sa lampe. Puis la porte revint violemment se refermer, avec fracas. Où était cette satanée lampe? Sa main tâtonna sur le sol. Ah, la voilà. Malédiction. Elle ne marchait plus. Ah, si, à peine. Une faible lueur. Il attendrait un instant que ses yeux s'habituent. Quelle folie que d'être revenu. Que faisait-il réellement dans cet endroit plutôt effroyable? Comme ses branches fouettaient le toit. Oui, vraiment, un endroit plutôt effroyable. Que pouvaient bien faire ces mythes? Probablement composer leur motif habituel et l'écouter, leurs affreux petits yeux fixés sur lui, attentifs. Il avança avec prudence. Il distinguait à présent un peu mieux son chemin. Quelle suggestion menaçante semblait flotter dans ce lieu. Mais c'était bien sûr une exagération absurde. Après tout, c'était justement cette atmosphère qu'il était venu absorber. Tiens, qu'était-ce donc? Il semblait
presque que la pièce fût devenue plus petite, comme si les murs s'étaient accroupis pour se rapprocher de lui. Voilà le chevalet. Mais il se figea. Le visage de la jeune fille était tourné. Qui avait pu? Non, mon Dieu. Les mythes étaient dessus. Il demeura immobile, rigide, le cœur battant follement. Car la tête n'était-elle pas rejetée en arrière? Et ces choses ne rampaient-elles pas? Et ces murs ne se resserraient-ils pas sur lui? Et qui était-ce qui se tenait là à l'observer depuis la petite porte? Pendant un instant, il sentit qu'il ne pourrait plus jamais bouger. Puis il se dégagea par un effort désespéré et se mit à courir vers la porte. Il laissa tomber sa lampe et des mains tremblantes tâtonna le long du mur. Où était la porte? Était-ce là? Non. Non, oui, ici. Quand il l'ouvrit en grand, il lui sembla qu'une myriade de petites ailes battaient autour de ses yeux. Il dévala l'allée, la porte claquant derrière lui. Comme il atteignait le coin, quelqu'un s'approcha et il recula avec sursaut. « Tout va bien. C'est Langdon. Vous êtes parfaitement en sécurité. Venez avec moi. »« Mais comment avez-vous su? Je vous ai entendu crier. Et j'ai deviné le reste. » Monsieur Horrocks marcha à ses côtés en haletant jusqu'à la maison, puis dans le salon. Il y avait sur la table une cave à liqueur et des verres. « Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise pendant que je vous prépare un verre. » C'est très aimable à vous. J'ai bien peur d'avoir complètement perdu la tête. Mais j'ai eu un choc assez rude. Je vois maintenant que j'aurais dû suivre votre conseil. Peut-être aurais-je dû être plus explicite, Monsieur Horrocks. Et puisque vous vous trouviez l'endroit favorable à votre écriture, je ne voulais pas préjuger contre lui. Or, il est, disons, fortement imprégné. Vous avez étudié ces questions bien davantage que moi, et comme vous l'avez vous-même écrit, elles restent sans explication convaincante absolue. Parfaitement, monsieur. Toutes les suggestions théoriques que j'ai pu avancer ne seraient que de simples conjectures. C'était horrible. Horrible. Je vais vous dire les faits que je connais à propos de cet atelier. Il fut construit il y a 4 ans par un homme nommé Raphaël H. Son père était un Écossais des Highlands établi à Téhéran, où il épousa une Persane de haut rang. Leur fils fut élevé en Perse, puis finalement envoyé à Oxford. Un de mes amis a été à New College avec lui. C'est un personnage énigmatique, extérieurement impassible et palacide, mais se donnant à l'écart de la vie du collège et inspirant on ne sait quelle crainte. Il était extrêmement impopulaire. Pour une raison, je crois, qui n'est pas sans rapport avec certains doutes sur la manière dont il occupait ses nombreux loisirs. Les occupants des chambres voisines de la sienne pensaient parfois voir ou entendre des choses assez douteuses, si bien qu'un soir, 4 sportifs entreprenants et ivres s'introduisirent dans sa chambre. Ils en furent gravement effrayés, mais ne voulurent jamais dire ce qu'ils avaient vécu. Par une coïncidence, ils moururent tous dans l'année qui suivit peu après. H attira l'attention des autorités du collège et fut renvoyé après 2 semestres, pour des raisons qu'elles furent seules à connaître. Ils firent alors bâtir cet atelier et il se mit à peindre. Il tomba aussi amoureux. Je dois préciser qu'il avait hérité d'une grande fortune. La dame en question sembla pendant un temps répondre à ses sentiments et elle dépensa certainement son argent avec beaucoup d'ardeur. Toutefois, un autre homme la désirait également, et il était tout aussi riche, socialement bien plus avantageux. Je connaissais cette dame, et vous avez vu là un portrait d'elle remarquablement intelligent. Mais aucun portrait ne pouvait lui rendre justice. Elle était d'une beauté exquise, actrice accomplie, et créature entièrement immorale et dénuée d'âme. Eh bien, elle épousa l'autre homme, et alla vivre avec lui dans son domaine du Surrey. Quelques semaines plus tard, elle trouva la mort. Un garde-chasse la vit un après-midi courir à travers un bois près de la maison. Il déclara à l'enquête qu'elle battait l'air de ses mains contre quelque chose.
Il crut qu'elle était attaquée par un essaim d'abeilles et courut à sa poursuite. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, elle était tombée du bord d'une carrière. Elle mourait lorsqu'il arriva jusqu'à elle, mais elle continuait à battre de ses mains comme pour repousser quelque chose de son visage. Peu après, M. H fut retrouvé mort par balle dans la petite pièce de l'atelier. Grand Dieu! Et était-ce un suicide? C'est le verdict qui fut retenu. Les témoignages étaient quelque peu contradictoires. Un témoin affirma avoir entendu des voix venant de l'atelier cet après-midi-là, et l'avis médical était légèrement indécis. Quoi qu'il en soit, le coroner se déclara satisfait. Voilà tout ce que je sais de Raphaël H. et de son atelier. Ou presque. Quand je vins m'installer ici, je découvris que le lieu avait une certaine réputation parmi les habitués de la cour. Je me demandais pourquoi. J'obtins la clé et j'y allai un soir d'hiver. Après cela, je ne me le demandais plus. Depuis la mort de M. H, il n'y a eu qu'un seul locataire temporaire en dehors de vous. Il y renonça au bout de quelques jours. Je crois que on doit bientôt tout démolir. Et maintenant, vous prendriez peut-être un autre verre? Je vais vous accompagner. Oui, juste un petit. Et il y a encore une autre chose. Ces mythes. Vous ne trouverez rien de semblable au Muséum d'histoire naturelle. Peut-être pourriez-vous parcourir le monde entier sans jamais en rencontrer de similaires. J'ai un jour décrit ces insectes à un orientaliste distingué, et il m'a dit n'avoir jamais connu personne qui en ait vu de tels. Mais il avait reçu de vagues indications concernant des créatures de cette sorte, bien qu'il existât une grande réticence générale à les mentionner. Une ou deux fois, il était parvenu à surmonter cette réticence. Il avait compris qu'on les appelait, dans une traduction approximative, les serviteurs de Eblis. Personnellement, il ne croyait pas à leur existence et se montra fort perplexe quant à la manière dont j'avais pu entendre parler d'eux. Je vais vous dire une chose. Vous et une autre personne, vous êtes les seuls êtres que j'ai connus capables de les voir. Capables de les voir? Oui. J'ai fait quelques expériences à ce sujet. Vous et moi sommes, à cet égard du moins, des êtres privilégiés. Et cette autre personne, elle est morte. Monsieur Horrocks garda le silence un moment. Puis il dit, « Ce Monsieur H, était-il très brun et boitait-il légèrement ?» « Oui, » répondit Landon. The size of what the hell is this? There's laughter right here. Can you guys do this? I cannot move my ears at all. Like, why do I want a slider that makes one ear more floppy than the other? Two sliders that make one ear more floppy than the other. What the fuck? She eyes.